Non mais personne m'a dit de refaire un Mettons-y des chiffres. Non mais vous inquiétez pas, hein, c'est pas mort la chaîne. Hein. Et puisqu'on parle de mort et de choses inévitables, eh ben on va encore parler d'environnement. C'est une belle allégorie de la vie, ça. Super. Wouh! Aujourd'hui, encore une fois, je vais parler de nucléaire, et je sais pas si c'est une bonne idée. Je suis d'accord, elle fait très pro-nucléaire. Enfin bon, dans tous les cas, je vais parler surtout de radioactivité. Comme vous le savez déjà, dans une centrale nucléaire, eh bien, on accumule des déchets nucléaires. C'est le résultat de la fission nucléaire, qui permet donc de produire l'électricité, et dans la majorité des cas, eh bien, ces déchets, ils sont plus utiles, mais ils sont encore radioactifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un déchet radioactif? Eh bien, si vous le voulez bien, mettons-y des chiffres. D'abord, un peu d'histoire. La radioactivité a été découverte en 1896 par Henri Becquerel, avec l'uranium, l'un des matériaux présents sur Terre, qui peut être naturellement radioactif. Marie Curie confirmera plus tard le phénomène de radioactivité sur le radium, un autre matériau qui peut lui aussi être naturellement radioactif. Et la radioactivité, c'est un phénomène qui provient de la désintégration de la matière. Et pour vraiment comprendre comment marche la désintégration de la matière, il faut déjà comprendre comment est foutu un atome. L'atome est le composant élémentaire de la matière. C'est un noyau autour duquel gravite un nuage d'électrons. Il y en a des tas différents, hein, et ça a été classé par le génie qu'était Dimitri Mendeleïev dans le tableau périodique des éléments. Si vous avez forcément vu un tableau périodique des éléments, vous en avez peut-être jamais vu l'utilité ni même lu ce que c'était. Ce tableau classe chaque atome selon deux critères. Sa masse et le nombre d'électrons qui gravitent autour du noyau. Il est composé de 18 colonnes et référence aujourd'hui tous les atomes connus. Pour info, la dernière mise à jour du tableau des éléments a été faite en 2016 avec les atomes 113, 115, 117 et 118 qui ont eu des noms à coucher dehors pendant pas mal de temps. Alors évidemment, expliquer la classification périodique et comment ce tableau a été construit serait assez long, mais si ça vous intéresse comme sujet, eh ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire juste en dessous. Pour aujourd'hui, on va juste retenir que plus vous allez en bas à droite du tableau, plus les atomes que vous allez rencontrer seront lourds. Tout en haut à gauche, vous avez l'hydrogène, l'atome le plus léger et le plus présent dans l'univers, celui qui fait que le soleil fonctionne, etc., etc. Et en bas à droite, vous avez genre le Tennessee, l'Oganesson... que c'est. Mais nous, on va pas trop s'intéresser à cela, on va s'intéresser à une classe spéciale d'atomes qui s'appelle les actinides. Les actinides, même si vous le savez pas, vous en avez forcément déjà entendu parler, parce que leur plus grand représentant, c'est l'uranium et le plutonium. C'est l'un de ceux qui sont les plus présents naturellement dans la croûte terrestre. Mais il en existe plein d'autres, hein, qu'on va pas détailler ici, parce que sinon on serait obligé de se farcir ce genre de nom. Et j'ai pas envie. N'empêche, c'est quand même super classe d'avoir son nom en tant qu'atome, genre en tant qu'élément chimique, genre le nobélium, l'Einsteinium. Je pourrais peut-être en avoir aussi, hein, pour moi, non? Le natoium, l'élément chimique qui fait péter des vidéos et un let's play narratif pas fini et qui donne pas de nouvelles pendant 10 milliards d'années. C'est qui fait le montage de la vidéo, là? C'est ton frère jumeau maléfique, je crois. Ah. Mon jumeau maléfique. Bon, mais on n'a pas parlé de ce qui fait qu'un atome est radioactif. Un atome est constitué d'un noyau entouré d'électrons. Le noyau de l'atome est constitué alors de protons et de neutrons. On pourrait très vite glisser sur le domaine de la mécanique quantique, ce qu'on ne va pas faire aujourd'hui, parce qu'on n'en a pas besoin. Mais on va retenir deux choses. Les électrons et les protons assurent la neutralité électrique de l'atome, qui est quand même cool parce que vous vous électrocutez pas au moindre truc que vous touchez dans votre vie. Et les neutrons assurent la stabilité du noyau en maintenant une interaction forte avec les protons. Et ce sont ces deux particules qui vont nous intéresser, puisqu'avec ces deux-là, on va pouvoir définir un chiffre très important, le numéro atomique. Un atome qui possède un proton est forcément un atome d'hydrogène, un atome qui possède deux protons est forcément un atome d'hélium, etc., etc., jusqu'à l'élément numéro 118, qui est un atome d'Oganesson. Je trouve que ce nom est vraiment moche, et je me dis qu'en même temps, vu qu'à chaque fois il nomme des atomes en fonction de gens connus, je suis peut-être super insultant. Je vous demande une petite minute. Ok, alors en fait c'est un mec qui est toujours vivant, qui s'appelle Yuri Oganessian, ouais, désolé pour la prononciation. Mais ouais, il est toujours vivant et en fait il a fait des recherches sur les éléments lourds, donc du coup il est en film, voilà. Ils ont nommé un... Voilà, le mec est reconnu et tout, ils ont nommé le dernier atome. Sympa, c'est cool. Du coup, Yuri, si tu vois cette vidéo, abonne-toi.
Абоненты вы. Bon, ok, le numéro qui a marqué à côté de l'élément, c'est le nombre de protons qu'il y a dans le noyau. Mais les neutrons dans tout ça, ils font quoi? Eh bien, dans chaque atome, il y a autant de neutrons que de protons. À une vache près. En fait, il est possible que deux atomes aient le même nombre de protons, par exemple qu'il y ait deux atomes d'hydrogène, mais qu'il n'ait pas le même nombre de neutrons. Par exemple, si on prend deux atomes qui ont un proton, eh bien ce sont tous les deux des atomes d'hydrogène. Mais si ces deux atomes d'hydrogène ne possèdent pas le même nombre de neutrons, alors on dira de ces deux atomes qu'ils sont isotopes. Ils sont tous les deux le même élément chimique, mais ne possèdent pas le même nombre de neutrons dans leur noyau. Mais si on prend un noyau d'un atome et qu'on continue à lui ajouter des neutrons, il va devenir de plus en plus lourd, mais aussi de plus en plus instable. Ces neutrons sont alors éjectés et ils peuvent rencontrer du coup d'autres noyaux atomiques qui vont être à leur tour modifiés par ces neutrons. Et ça, globalement, c'est déjà un phénomène de radioactivité. Mais, je le rappelle, dans le cas qui nous intéresse, on aimerait s'intéresser au cas des atomes qui sont déjà très lourds. Et bien, on va faire exactement la même chose. On va prendre ces atomes déjà très lourds, comme l'uranium, et on va continuer à lui ajouter des neutrons. Il y a toujours ce phénomène de trop-plein qui se produit, mais là, ça va se comporter d'une manière totalement différente. Le noyau devient tellement lourd qu'il est complètement instable, et il va en quelque sorte, en fait, s'effondrer sur lui-même et se fissurer en des atomes plus légers. Et ce cas, qui est quand même un cas vachement extrême quand on y réfléchit, eh bien c'est un cas que l'on appelle communément la fission nucléaire. Alors, il y aurait d'autres apports à faire à ça, puisque notamment il n'y a pas que des neutrons qui peuvent être relâchés, c'est même assez rare en fait dans le cas des actinides, mais on a plutôt du rayonnement. Alors, cette découverte, elle a donné forcément lieu aux bombes nucléaires, ça malheureusement on le sait tous, mais ça a quand même aussi donné lieu aux centrales nucléaires, qui, grâce à cette fission, peuvent produire de l'électricité, et il faut savoir qu'en France, c'est peut-être la seule raison, avec les barrages hydroélectriques, qui fait que la France émet 8 fois moins de CO2 que son voisin allemand, qui, j'en suis certain, pour des raisons écologiques, a préféré relancer des centrales à gaz plutôt que de suivre la voie du nucléaire. Le gouvernement a approuvé hier un système de production d'énergie qui va tout changer radicalement dans les prochaines décennies. Alors pour répondre à la question pourquoi la radioactivité existe, pourquoi la fission nucléaire existe, eh bien la réponse elle est assez simple en fait, c'est la stabilité du noyau. La matière tend toujours à être stable. Le fait de rajouter des neutrons à un noyau d'atomes, eh bien ça va le rendre de plus en plus instable. Et le seul moyen qu'il a de devenir stable, c'est de passer par la fission nucléaire. Et la fission nucléaire, du coup, donne des atomes plus légers, plus petits, et donc plus stables. Mais alors du coup, ça prend combien de temps la désintégration d'un atome ? La réponse, elle est un peu compliquée. Il y a des tas de phénomènes qui peuvent modifier le temps de désintégration d'un atome. On peut en citer des tas, genre, typiquement l'atome en lui-même, chaque atome a un temps de désintégration différent, mais l'environnement peut y jouer, la proximité avec d'autres atomes qui peuvent être eux aussi radioactifs, et donc perturber la désintégration d'un atome. Du coup, définir le temps de désintégration d'un atome en particulier, c'est hyper dur. Par contre, on peut définir une durée de désintégration très précisément, et cette durée, on l'appelle la demi-vie. Je suis sûr que vous le pressentez déjà, mais ces temps-là, ces demi-vies, elles dépendent énormément de l'élément radioactif que l'on étudie. Et pour revenir sur les éléments les plus lourds, là, vers les 110 et quelques, là, qui ont des noms pas possibles, je vais pas vous mentir, en fait, leur temps d'existence, il est très très court, parce que ce sont des atomes artificiels. Pour donner un exemple, l'oganesson, le plus lourd qui ait existé, il y a que quelques dizaines d'atomes qui ont été fabriqués, et qui ont une durée d'existence de quelques secondes chacun. Par contre, pour les actinides, ceux qu'on met dans les centrales nucléaires, qui existent en tant que déchets. Pour rester sur l'uranium, il existe l'uranium-238, qui est l'isotope le plus courant sur Terre, et c'est un isotope radioactif, bien évidemment, puisque sinon on pourrait pas faire de fission nucléaire avec. Eh bien, la demi-vie de l'uranium-238, c'est 4 500 millions d'années. Ouais. Un sacré paquet de temps. Et c'est de ça d'où vient la dangerosité de la radioactivité, c'est que c'est un phénomène qui prend du temps et qui s'installe sur de très longues périodes de temps. Et pour éviter ça, on n'a pas d'autre choix que de les enterrer très profondément. À voir par exemple le projet CIGEO en France. La gestion de ces déchets radioactifs en France, elle est assurée par une société qui s'appelle l'ANDRA, Agence nationale de gestion des déchets radioactifs. Et d'ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur comment ces déchets sont stockés et comment le risque est maîtrisé, eh bien je vous invite à aller directement sur leur site que vous trouverez bien sûr en description de la vidéo. Dans tous les cas, si vous vous posez des questions sur les phénomènes radioactifs et sur leurs mécanismes, eh bien n'oubliez pas, mettez-y des chiffres.